Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle, j'ai envie de dire un podcast qui, j'espère, va faire parler de lui puisque j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Tarek El Mari. Bonjour Romain. Euh, Merci. on se connaît depuis un Ouais, moment en fait, on s'est toujours un peu suivi, mais c'est la première fois qu'on se rencontre ouais, et ça me fait plaisir que tu ouais, aies accepté de même. l'invitation. On va parler un peu de toi, un peu du carnet d'ordre, un peu de la propre firme que tu as créée. Tu es trader, formateur et patron d'une propre firme qui s'appelle Zenith Funding. Exactement. Donc tu vas nous raconter un petit peu tout ça, ton parcours et voilà, sans opposer les styles. Je sais que tu es un trader au carnet, moi je suis plutôt un trader analyse technique pure, chartisme. Ouais, On va en parler un peu de ça parce qu'en ce moment le carnet d'ordre revient beaucoup, on en parle beaucoup sur les réseaux, etc. ouais, Donc on va parler un petit peu de tout ça. Bon, à Paris, il fait beau, on est bien. Moi tu sais que je suis revenu de Dubaï il y a ouais. pas très longtemps, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour l'audience et les gens qui ne te connaissent pas encore? Ok. Merci pour l'invitation. C'est vrai que j'avais pas mal de retours, de bons retours te concernant. Quelques mauvais aussi, j'imagine. Il y en a toujours, hein, mais après, c'est vrai que ce format podcast, ça peut permettre d'expliquer ce qu'on fait à des personnes qui connaissent que l'analyse technique. Donc, assez rapidement, moi, je viens du côté institutionnel, donc j'ai fait des études en finance trading. Ensuite, j'étais en salle de marché pendant pas mal d'années. Donc, j'étais trader sur les futurs, sur les marchés obligataires et sur le marché actions. J'étais aussi market maker, notamment avec Marc-Antoine à Dandevilliers de Xelos. Ok. Donc, on a travaillé en salle de marché pendant pas mal d'années. Ça c'était à Amsterdam. Alors, à Amsterdam, à Londres et Paris. Donc, Ok. on a travaillé dans trois salles de marché de très grandes banques. On a notamment travaillé pour Millennium, qui est un des plus gros hedge funds au monde, géré par. Le propriétaire, c'est Easy Eglander. On a travaillé à Amsterdam, à Vandermolen, qui était le plus gros market maker d'Europe. Donc, sur les futurs, au carnet d'ordre, et là, on était market maker sur le marché obligataire. Alors, je me permets de te couper parce qu'il y a plein de personnes qui ne connaissent pas les termes D'accord. que tu emploies. Je me permets, qui entendent le mot institutionnel avec les Alors, stratégies qu'on a vues, les ICT, les machins Alors, très non, déconnants. là, c'est pas. Millennium, il gère 100 milliards. Vandermolen, on faisait 30% du volume sur Eurex, donc la bourse à Francfort, enfin les contrats futurs en Europe sur le marché obligataire. Donc c'est C'est pas, énorme. oui, c'est pas institutionnel. Il y a deux personnes dans une société. C'est des grosses institutions. Marex qui a racheté la branche de Lehman Brothers. Il y a 450 traders. C'était une société qui était spécialisée en carnet d'ordre. On était 450 à Londres. Donc c'est vraiment des très grosses. Alors c'était à la base ce qu'on appelait des prop firmes, Ok. mais que c'était physique, c'était des hedge funds. Donc eux, ils mettaient à disposition du capital et le trader percevait 35% des profits. C'est le même principe C'est que le les même profils d'aujourd'hui. principe, sauf que tu étais recruté, formé et tu tradais pour le compte d'une banque ou d'un fonds d'investissement ou un hedge fund. Alors justement, la question pour bien comprendre, c'est que cet argent-là, tu me prends l'exemple d'une des boîtes pour laquelle tu as travaillé, Ouais. c'est l'argent de qui? Alors, c'est en compte propre. C'est-à-dire que quand on tradait pour Millennium, Millennium, c'est un hedge fund et eux, ils collectent des fonds. Donc, ils ont environ une centaine de milliards de dollars. Et après, ils créent des sous-fonds. Et nous, à Paris, il y a deux fonds qui tradaient pour Millennium. Donc, ils ont des fonds de partout dans le monde. Ils diversifient, ils en mettent un Exactement. peu. Il y a des stratégies. Alors, il y a des stratégies de trading au carnet, il y a des stratégies sur les options. Ils ont une multitude de fonds, un peu comme BlackRock. BlackRock, il a une multitude de sous-fonds. Millennium, c'est la même chose, sauf que Millennium, c'est un hedge fund. Donc, un hedge fund, il fait toutes les stratégies d'arbitrage, il peut être vendeur à découvert, alors que BlackRock, c'est plutôt toujours à l'achat, sur le marché action, sur le marché obligataire. Donc, oui, des très grosses sociétés. Alors, pendant plus d'une dizaine d'années, j'étais trader sur les futurs, sur le carnet d'ordre dans plusieurs plus gros hedge funds ou banques. Et quand je décide de revenir à Paris, je me mets à mon propre compte. Donc je trade pour mon propre compte. Et donc j'étais avec deux autres traders. Et en fait, on avait un petit bureau, Vos fonds. voilà, avec nos fonds. Et, euh, et là, je commence à participer à des concours de trading que je gagne. C'est comme ça que je t'ai connu à l'époque, les tout premiers concours Voilà, que tu as donc fait. à Rimini, J'étais jaloux, Francfort. je dis putain, c'est qui celui-là? Et en fait, pas mal de gens m'ont dit, mais c'est quoi le. Parce que souvent, nos écrans sont projetés. Oui. Des fois, j'étais tout seul avec des carnets et tous les autres compétiteurs avaient des graphiques. Et des gens venaient me voir en me disant, mais comment tu fais pour gagner tous ces concours de trading? T'as pas Sans de voir les graphe. prix. Ouais. En Enfin, fait, il n'y avait même pas de graphe. oui, Des fois, il y sans voir avait. les graphiques. C'est vrai qu'on n'avait qu'un écran
Et je mettais deux carnets, S&P, Eurostox. C'est les deux marchés que je tradais. De toute façon, on n'avait pas trop de place. Et après, de fil en aiguille, les personnes m'ont dit est-ce que tu peux me former? Et après, j'ai pris 2 personnes. Et puis après, ça a grossi. J'ai Il y décidé. a une demande et Voilà, tu as développé exactement. ton école qui s'appelle Crescendo Exactement. Voilà, Trading. c'est comme ça que j'ai lancé. Moi, je t'ai connu Crescendo. comme ça avec tes concours. J'avais aussi quelques élèves, une nana qui s'appelait Julie. Je ne sais pas si ça te dit quelque Ouais, chose, ouais. qui était chez moi. Très bonne Julie. Bon, elle me regarde peut-être, mais qui m'avait parlé de toi et j'avais regardé un peu plus. Et effectivement, même moi, je ne connaissais pas le carnet. Je ne comprenais pas comment quelqu'un pouvait prendre une décision sans graphique. Et je pense Ouais. qu'il y a beaucoup Alors, de gens qui sont comme ça. On utilise les graphiques, parce que c'est quand même un outil indispensable. Par contre, le point d'entrée, point de sortie Il se se fait au décide. carnet. Ok. Mais c'est pour ça qu'on a toujours essayé de m'opposer au graphique, à l'analyse technique. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. C'est Il y la a des- motocross vs la moto GP. Il y a en des fait. très très bons traders qui gagnent beaucoup d'argent avec l'analyse technique et il y en a qui gagnent beaucoup d'argent avec le carnet. Puis il y en a qui en perdent en faisant du carnet, il y en a qui en perdent. Donc, et c'est généralement eux qui se battent, c'est ceux qui perdent qui se battent pour savoir. C'est ça. Ceux qui gagnent, ils n'ont pas le temps de se préoccuper. Donc, non, on utilise les graphiques, mais le gros du travail est fait sur le carnet. Et après, le gros de la gestion du risque et autres, c'est ce qui fait aussi que tu gagnes de l'argent. Et donc, ça a commencé à grossir d'année en année. Après, on a eu on est passé dans pas mal de films, notamment Je t'ai vu dans le film sur Kerviel. Est-ce que tu as rencontré le vrai Kerviel du coup on était dans le tournage, on était avec Jérôme Kerviel. Ah oui, excellent. Donc il y avait Nabil, Crescendo était consultant, et Nabil Berwa, avec qui je travaille, était consultant. Il y avait 3 consultants, il y avait Nabil, Jérôme Kerviel et moi. Et toi, magnifique. Et, c'est cool, un tournage de film. en plus, le producteur Christophe Baratier qui a fait les choristes Ouais. était génial. Donc ils sont venus dans la salle de marché Crescendo pour qu'on les briefe un peu. Pour que ce soit crédible, que ce soit Voilà. vrai. Et après, ils ont pris un grand plateau pour faire la salle de marché, parce que tu peux la pas salle, aller dans la vraie banque. Voilà. Et en fait, c'est vrai qu'on est passé dans pas mal de films, avec le film avec Fianso qui est sorti l'année dernière avec la chanteuse Pomme. Donc maintenant, dès qu'il y a un film sur sacré nom d'artiste. Fianso, il était incroyable, parce que quand la productrice Elena Klotz nous l'a présenté, on lui a expliqué le trading, on disait qu'il avait fait du trading. Ouais. C'est un mec qui percute super vite. Et il nous a dit j'aimerais bien me former, mais je vois pas comment je peux rester autant de temps. Il adorait le trading. Donc, j'aime bien Fianso. Le personnage que je n'ai pas la chance de connaître, mais il est inspirant. J'ai vu beaucoup de choses à son sujet. Ouais. Alors, on va revenir sur le carnet. Si tu veux, je veux juste faire un petit retour sur la notion d'institutionnel, parce que ça intéresse les gens de comprendre. Donc, voilà, tu travailles pour un sous-fonds d'un très gros fonds et cet argent, c'est l'argent d'investisseurs. Eux, ils ont besoin de diversifier, etc. Juste pour bien comprendre, est-ce que tu as... Alors déjà, quelle est la sélection pour rentrer là-dedans? Les gens vont se poser la question. Je vais te poser les 2-3 questions, comme ça tu nous feras une belle réponse. Ensuite, est-ce que tu as une liberté dans ta prise de décision, où tu as des choses avec un drawdown max, etc. Et puis au niveau du bonus, comment ça se passe? Tu peux nous parler de ça. Donc quand tu es recruté... La différence, c'est qu'à l'époque, je vais faire le vieux, mais à l'époque, c'était il y a plus d'une vingtaine d'années. Parce que des fois, les gens ils pensent que j'ai une trentaine d'années, j'ai 46 ans. Les gens ne sont pas dupes. Les gens savent que de l'âge qu'on a. Non, quand je finis mes études, là, malheureusement, à l'époque, il fallait avoir un master en trading. Donc, contrairement à maintenant, avec les profs firmes où tout le monde peut trader, à l'époque, c'est dur de rentrer en salle de marché quand on n'a pas un background social. Donc, quand tu es recruté, tu as des tests psychotechniques, des tests de calcul, suite logique et autres. Et quand tu rentres, après, tu as un graduate programme. Donc, tu es formé. En interne. Voilà. C'est généralement 7 semaines, 8 semaines. Et après, on t'affecte à un desk. Et là, tu as un manager qui te donne un stop loss, une limite de risque. Alors, ça peut démarrer à 10 000, 20 000 euros jour. Et après, pour les meilleurs, c'est 100 000, 200 000 jours. Et sur ça, après, alors tu as une liberté d'action tant que tu respectes ton stop loss. Après, tu dois rendre des comptes, surtout quand tu as des pertes, sur qu'est-ce que tu as fait concrètement. Pourquoi tu as perdu. Voilà, pourquoi tu as perdu. Mais par contre, non, tu as une liberté d'action totale. Tu choisis le produit sur lequel tu veux traiter, sur le marché obligataire, sur les comos, sur les indices actions. Et ensuite, tu as un bonus qui dépend de ta performance. Et puis, si tu es junior ou si tu es un peu plus expérimenté. Alors, ça peut démarrer à 10% jusqu'à 30% des gains réalisés en enlevant ton salaire, les charges
et ce qu'on appelle un desk fees. Frais de fonctionnement, c'est environ 3 000, 4 000 par mois qui est dégreffé de ta performance. Et ce qui est dérangeant par rapport à actuellement sur le Profim, c'est que c'est payé à la fin de l'année. Ah oui, d'accord. Donc, tu attends un an avant. Ah oui, non, c'est pour ça qu'il y en a eu actuellement, ils me disent oui, mais les Profim, on est payé 6 jours, 7 jours. J'ai dit, mais vous rigolez. En banque, c'est un an. Et après la crise des subprimes, ils ont même mis une règle, et notamment après la ferme Jérôme Kerviel, c'est de dire, pour pas inciter un trader à prendre du risque et prendre son bonus cash out à la fin de l'année, les gains réalisés et le bonus payé, il est payé sur 3 ans. Okay. Donc, un tiers du bonus qu'on lui doit tout de suite, l'autre, la deuxième année, troisième année. Comme ça, la deuxième année, il cash out. La première année, il prend plein de risques. Deuxième année, puis la troisième année, il prend plein de risques, il prend une grosse perte. Mais il s'en fout parce qu'il a tout pris. Exactement. Donc, est-ce que ça existe encore, ce modèle de fonds d'investissement, etc. Ouais. Alors, ça existe avec... alors maintenant, il y a énormément de hedge funds. C'est-à-dire que maintenant, on est sorti du modèle trader en banque, parce que les banques, elles ne veulent plus avoir du compte propre. Okay. Avec les subprimes, avec Kerviel. Maintenant, les fonds, c'est des hedge funds. C'est-à-dire que si tu as une stratégie qui fonctionne, tu lèves de l'argent, un peu comme une fintech ou un projet dans la tech ou autre, et tu traites pour un investisseur. Mais les banques se retirent du trading directionnel, en fait. Alors, c'est super intéressant, en tout cas, ton expérience, ton parcours, et j'espère que vous aussi, vous apprenez plein de choses. Il y a une légende en ce moment avec les méthodes à la mode, etc., d'institutions qui vont chercher les stops. Moi, ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est qu'il y a une grande partie du volume du marché, surtout sur le Forex, qui est plutôt de l'arbitrage de sociétés qui ont besoin de couvrir quelqu'un qui achète en euros, qui vend en dollars et qui se fournit aussi au Japon, il a besoin de couvrir. Ouais. Est-ce que vous aviez ça, cette notion de voir avec les carnets, peut-être, où les particuliers mettent leur stop et aller chercher ça, ou c'est vraiment une légende ? Non, c'est vrai. Alors, c'est vrai, mais pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des banques ou il y a des fonds qui en font leur stratégie de base. Ça veut dire qu'ils vont collecter de la donnée et il y en a même qui le font dans leur activité. HSBC, Crédit Suisse. Non, pas HSBC, c'est Crédit Suisse. Elle s'est fait attraper. Elle a mis en place une stratégie en compte propre où elle allait chercher des stops de ses propres clients, puis elle a pris une amende de 180 millions. Elle a même créé un algo qui s'appelle Satan. Ah oui, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des structures, sans trop parler mal de ça, mais c'est le jeu qui collecte les datas des gens. Exactement. Mais il y a juste un truc où j'ai du mal à comprendre, c'est que le particulier, en général, il traite du CFD, où il a des plus petits fonds par rapport au volume des grosses banques. Pourquoi ça intéresse ces fonds-là d'aller chercher les stocks? Non, en fait, ce qu'ils veulent, c'est le sentiment du marché. Okay. Donc, alors quand ils collectent la donnée, ils disent, c'est comme un sondage pour une élection présidentielle. On prend un échantillon de 1500 Français, et après, on dit, les sondages, c'est 1500 Français. Oui, mais même comme les sondages, moi, j'avais participé aux audiences télé, à l'époque, Médiamétrie. Ouais. Tu avais une récompense si tu acceptais de mettre un boîtier chez toi, et puis on était 2000. Mais on était représentatif des Français. Là, c'est pareil. En collectant la donnée de toute une communauté, en fait, tu sais le sentiment de marché. Et surtout, après, tu peux savoir le sentiment de marché d'une communauté qui perd. Donc, si tu as le sentiment d'une communauté d'investisseurs qui, 90% perdent de l'argent, si tu fais l'inverse... tu vas gagner 90% du temps. On arrive à savoir que quand il y a un bottom, les gens, en général, les stops sont placés à tel niveau. Exactement. Moi, je remarque, et c'est vrai qu'au début, j'y croyais pas du tout. Je m'ouvre de plus en plus à ça. Je parle de liquidité, etc., sans rentrer dans ICT, machin, truc muche. Mais moi, je traite pratiquement que les indices américains. Ma spécialité, tu vois, il est tatoué là. C'est le Dow Jones. Un jour, j'ai perdu un trade avec mes abonnés et il s'est retourné au dernier moment, donc je ne me suis pas fait stopper. Et j'ai dit, s'il TP, je me fais le tatouage. Il a TP, j'ai dû me faire le tatouage YM. Et effectivement, il y a un average sous les plus bas et tu sais que c'est ça. Mais en tout cas, c'est super, vraiment passionnant et merci encore une fois de venir dans ce podcast. Je vais un peu vite parce que tu vois, on prend du temps. On va revenir à cette notion de compte propre. Donc, tu quittes tout ça, tu fais ta propre stratégie avec tes associés, vous avez votre capital propre. On peut savoir à peu près le montant que vous aviez en gestion c'est en quelques millions. Quand même, quelques millions. Ça, c'était des sous que tu avais gagnés en tant que trader ou c'était des investisseurs qui... c'est en perso et investisseurs. Full max, t'as arrêté. Et une perf, on va dire, acceptable plus à cette époque-là, à l'année, c'est quoi ?
Ah non, c'était à la journalier plutôt. Journalier, c'était. C'était 5 000, 10 000. Ok, mais par rapport au capital, c'est quoi, 1%, Ouais, 0,5%? c'est beaucoup moins, mais nous, sur les futurs, on a toujours fonctionné en perte journalière, parce que comme on n'a pas de position overnight, Ouais. ta perte journalière, elle est stoppée à la fin de la Mais journée. du coup, en lycée, sur un trimestre, sur une année, si tu faisais 15%, tu étais content. Si tu faisais 50%, c'était pas Ah bien. non, là, tu faisais 10, 20%, tu étais bien. content, en fait. Voilà. Mais ce qui est bien avec le trading en carnet, c'est qu'on n'a pas de position overnight. C'est-à-dire qu'en fin de journée, C'est plié. c'est clôturé. Donc, le côté pourcentage, le côté levier, c'est surtout quand tu fais de l'overnight, où tu gardes une position, où d'une journée sur l'autre, tu peux y avoir un événement. Mhm. Surtout en ce moment. Ouais, et c'est pour ça que quand il y en a qui raisonnent en pourcentage du capital, bah sur les futurs, il y a du margin. C'est combien je dois mettre de capital pour avoir un contrat futur. Mhm. Euh, Et ça varie. Moi, j'avais un broker aux US, ça me coûte 1500$ à peu près Voilà. par contrat futur, parce que c'est que pour l'intraday. Ouais. Et Interactive Broker, c'est 25 000 de Nasdaq. Exactement. Donc, ça dépend Exactement. Et sur les futurs, on ne raisonne pas en pourcentage parce qu'en fait, tu es leveragé sur le produit. C'est-à-dire que quand tu achètes un contrat futur, en réalité, tu achètes 300. C'est comme si tu investissais 300 000. Oui, C'est en ça. valeur. En valeur. Point fois valeur du point. Voilà, exactement. Donc, Mais tu dois bloquer 15 000, donc ton gain, tu pourrais presque le comparer à 15 000. exactement. En fait, à peu Voilà. Donc, quand on raisonne, il faudrait raisonner par rapport au nominal, risque. à la valeur de Du l'investissement. contrat. Ouais. Alors que, comme tu l'as clairement expliqué, quand un broker, il te dit avec 1500$, tu Je te peux laisse traiter. prendre 300 000. Bah, c'est ça. Non, mais ça. Mais les gens ne le comprennent pas, ça. Donc, Non, en et fait, puis les gens confondent, les gens comparent. Moi, j'ai eu souvent. Tu me connais, tu sais que je suis transparent avec mon trading. J'ai eu des bonnes années, j'ai eu des moins bonnes années, j'ai eu des superbes années, etc. Et des pas terribles. Les gens comparent nos perfs à nous vs les fonds d'investissement. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de comparer parce qu'un investisseur, il traite sur la valeur de son investissement. Donc, s'il a 300 000, eh ben, il va acheter un contrat futur. Donc, lui, il met 300 000 et il prend un contrat futur. Et il fait le même résultat que toi. Qui a mis 1500. Voilà, toi, tu as mis 1500. Donc, après, bah, sur les 1500, tu vas faire un meilleur résultat. Mais lui, si par exemple, imaginons, tu mets 1500 et tu fais 1005. Tu vas dire, bah, j'ai fait 100%. Ouais. Mais lui, il va faire 1005 sur 300 000. Ouais, Donc, les banques, elles ne traitent pas en levier. Elles doivent déposer la valeur du nominal. Du nominal. Donc, si elle veut traiter un contrat Elle futur, doit poser 300 000. exactement. Et donc, bien sûr, si tu compares, il ne faut pas comparer les performances avec l'argent que toi tu mets pour traiter un contrat futur et ce que la banque elle met pour traiter. Et de toute façon, moi, ma stratégie chartiste, elle est impossible à dupliquer sur 100 millions. Voilà. C'est pas possible. Ouais. Et Donc, en plus, les hedge funds, c'est en milliards. Donc, oui. les performances, faudrait comparer les traders qui traitent avec la même taille entre eux. Mais dire, bah, ce trader-là, tu fais mieux qu'un hedge fund, bah, bien sûr. Parce qu'eux, ils ont des contraintes que nous, on n'a pas, en fait. Donc, faire 20, 30, 40, 50% en tant que trader indépendant, c'est difficile à faire quand tu as un Millennium qui pèse 100 milliards. C'est clair. Même si Renaissance Technologies fait 30%, parce que eux, ils ont des stratégies, et puis en plus, ils sont super forts. Et toi, tu as vu arriver où ça existait déjà, bon, l'industrialisation, l'IA, les algos, c'était déjà. Voilà, tu n'as pas 50 ans de bourse non plus, mais tu as un sentiment que ça a remplacé le trader que ça... Non, l'informatisation dans le trading, ça a fait que développer le trading. Plus c'est automatisé et plus on a des opportunités. Si on repart même avant, c'était à la criée. Oui. Donc c'était réservé qu'aux personnes qui pouvaient être physiquement au Palais Brognard. À Lyon, il y avait une bourse régionale, mais le trading, c'était à Paris, il fallait être là. Donc après, il y a eu la digitalisation du trading, la fermeture de la bourse de Paris en 98. On aurait pu dire, bah, maintenant avec les ordinateurs, tout va disparaître. Mais non, le fait que ce soit maintenant digitalisé et que l'informatique est arrivée, ça a permis d'avoir des cotations continues. Synchronisées. Bah oui, d'ouvrir plein de... Avant, un trader, il pouvait traiter que le marché parisien. Maintenant, on peut traiter le marché asiatique, américain, anglais. Donc, plus il y a de l'informatique, plus il y a Internet qui est arrivé, plus il y a de l'IA, et plus en réalité, le marché s'ouvre. Il y a de plus en plus de traders. Et donc, après, le trading, c'est un marché à somme nulle.
Ouais. Donc après, il y a plus d'argent, il y a plus d'opportunités. Il y a plus d'intervenants. Exactement. Et demain, on a vu le Nasdaq qui veut ouvrir en continu. Exactement. Il y a plein de choses. Mais il y a beaucoup de gens qui ont peur, justement. Non. Qu'est-ce qui va se passer? C'est l'inverse. C'est plutôt le contraire. C'est l'inverse. Plus il y aura d'opérateurs, plus il y aura de transactions, et plus mieux ce sera. Si par exemple un marché ouvre et ne bouge pas, en fait, tu peux pas faire d'argent. Alors que là, le fait qu'il y ait des automates, mais les automates, il peut y en avoir, des automates qui achètent et qui vendent, ils peuvent travailler 24 heures sur 24, ce qui fait que nous, on aura des fluctuations 24 heures sur 24, et nous, on pourra gagner de l'argent. Nous, on gagne de l'argent uniquement parce qu'il y a des opérateurs qui achètent et qui vendent et qui font bouger les marchés. S'il pouvait y avoir 24 heures sur 24 des mouvements, comme il y a l'ouverture américaine, tant mieux pour nous. Alors justement, on va revenir un peu là-dessus. Encore une fois, sans opposer, moi je suis chartiste, toi tu es carnet d'ordre. Ça va être impossible en 39 minutes d'expliquer ta stratégie, mais moi je m'étais formé au carnet. En fait, j'avais acheté une formation d'un gars que tu as dû connaître qui s'appelait Jean-Baptiste quelque chose aux États-Unis, ou un Canadien. Il était passé au salon du trading il y a quelques temps. Et je m'étais dit, tiens, ça peut être pas mal en complément de mon analyse technique d'essayer de trouver le meilleur point d'entrée possible grâce au carnet. Et j'ai compris que c'était difficile d'utiliser les deux parfaitement. Et lui, alors je ne sais pas si c'est ton cas, mais lui, il essayait dans sa stratégie, en gros, il avait Standard & Poor's, Nasdaq, Dow Jones et puis Russell. Et puis, il essayait de regarder celui qui a du retard et qui rattrape son retard. Bon, c'était sa stratégie. Toi, globalement, vraiment en vulgarisant à celui qui ne connaît pas, là, tu as quelqu'un qui ne connaît pas du tout le carnet. Qu'est-ce que tu vas chercher quand tu es devant tes écrans? Alors, qu'est-ce qu'on va chercher? C'est les zones où il y a de la liquidité, donc il y a des volumes de transactions exécutées. Et on va regarder à quel moment il y a une absorption, en fait. C'est-à-dire que quand il y a des ventes market, notamment sur le Nasdaq ou sur des marchés très liquides, on a un marché qui décroche parce que les vendeurs ne trouvent pas de contrepartie et donc ils baissent leur prix de vente jusqu'à arriver à un niveau de prix où les ventes market qui ont fait baisser le marché, ont fait fortement baisser le marché, ne vont plus baisser parce que là, il y a un acheteur. Et ça, on le visualise bien au carnet. C'est-à-dire que tu peux avoir un marché qui s'effondre. Graphiquement, c'est des bougies rouges. Et après, on arrive sur un niveau de prix où les mêmes quantités de ventes market sont là, sauf que le marché ne baisse pas. Pour quelle raison? Parce que là, il y a une contrepartie acheteuse qui a un gros ordre à passer. Et donc, au fil des ventes market qui vont arriver sur le marché, qui devrait faire baisser le marché, parce que c'est ce qui s'est passé les dernières minutes, ça bouge plus. Et là, on a un volume de quantité exécutée qui va grossir. Pourquoi? Parce que l'acheteur, il achète, parce qu'il a 50 000 lots à acheter. Et là, nous, on va détecter ça, en fait. On va dire, pour quelle raison le marché est passé de 30 à 10? Parce que le vendeur n'a pas de contrepartie. Par contre, à 10, il y aura les mêmes quantités de ventes que de 30, mais ça ne baisse plus. Et nous, c'est là qu'on intervient. C'est là où tu rentres. Et voilà. Mais ça, si tu regardes sur des graphes, peut-être que ça correspond à un support. Oui. Peut-être que ça correspond à un pivot. Voilà, exactement. Sauf que c'est pour ça que moi, je regarde les graphiques parce que ça peut compléter ton exactement. L'information, généralement, elle est identique, sauf que là, visuellement, on arrive à quantifier et on arrive à voir les dynamiques. Tu as une information supplémentaire. Peut-être que nous, on va être biaisé par la couleur de la bougie. Peut-être que toi, tu as juste une bougie rouge. Voilà. Mais on peut avoir des émotions. Qui grandit pas, en fait. Donc, elle bouge plus. Alors que nous, on voit que tout en bas de la bougie rouge, il y a des ventes market qui affluent sur le marché sans pour autant que le marché baisse. Alors que toi, dans ta bougie, tu n'as pas cette information. C'est-à-dire que la bougie, elle ne te dit pas qu'il y a une activité de vente market agressive, on ne le voit pas. C'est pour ça que quelqu'un qui fait de l'analyse technique ou autre, à un moment, s'il dit je veux acheter, si tu lis que les graphiques, il lui manque cette information. Mais peut-être qu'il ira chercher une information ailleurs où il dira moi, de toute façon, ça ne me dérange pas de manquer ce point-là. Si je vois que le marché se retourne, je rentre. Après, moi, je prends des décisions que analyse technique, je suis rentable. Ouais. Je n'ai pas besoin d'aller chercher d'autres choses parce que ce que je fais me convient. Voilà. Mais, néanmoins, je reste très curieux de comprendre. Et en effet, je constate qu'avec l'analyse technique, il nous manque certaines informations. Ouais. Mais je vais compléter avec une marge supplémentaire de drawdown que j'accepte parce que je vais trader un niveau de prix 4 heures, 1 heure. Et si je mets mon truc serré, je suis mort. Donc je vais attendre une prise de liquidité, je vais attendre un signal bougie. Ouais. Mais effectivement, ça reste super passionnant. Et ça, tu l'apprends, tu as une école, c'est Crescendo, tout le monde peut venir se former chez toi? Alors oui, tout le monde peut venir, donc c'est en présentiel et en ligne. Donc ça a été lancé en 2013 et on avait un bureau au départ, on était 4. Maintenant, il y a 25 traders et on a ouvert à Waterloo, à Shenzhen,
On va ouvrir à Bangkok Bangkok. c'est pour ça que tout à l'heure, je t'en parlais. Bah, j'y suis allé Non, mais il y a j'adore quelques la mois. Thaïlande, mais ça m'a trop changé. C'était pas pour moi. Voilà. Après, Koh Samui, c'est pas Bangkok. Mais même à Bangkok, C'était c'est les vrai que. vacances. Après, c'est. Mais pour des francophones? Alors, on a des francophones, on a pas mal. En fait, on a eu pas mal j'avais souvent des personnes qui me disaient, mais Tarek, pourquoi tu n'ouvres pas quelque chose à Bangkok? Et il se trouve que j'ai deux amis qui ont fait le même master de trading et qui sont sur place et avec qui j'en avais déjà discuté il y a quelques années. Et donc, ils m'ont dit, Banco, Let's go. on le fait. Donc, j'y suis allé il y a quelques mois. Et en septembre, on va ouvrir à Casablanca. Putain, moi, je parle d'éventuellement acheter un deuxième écran pour mon ordi, les gars. Tarek, il ouvre des salles de marché partout. Ça coûte combien à monter une salle de marché? Environ 150 000 euros. Le Pour, matos, ouais, le voilà. truc. Mais c'est surtout que j'ouvre pas de façon arbitraire. C'est pourquoi à Bruxelles, c'est qu'à Paris, on avait beaucoup de personnes qui venaient de Belgique. Oui, donc autant faire un truc là-bas. Voilà. Et j'ai des associés avec qui j'ai lancé Zenith Funding qui ont un fonds d'investissement et qui m'ont dit mais pourquoi on ne créerait pas tout un environnement avec Zenith Funding, le fonds d'investissement et Crescendo. Donc on a pris 300 mètres carrés et on a mis ces trois sociétés qui permettent d'avoir un écosystème où un investisseur, s'il veut investir, il y a un fonds d'investissement. S'il veut faire de la prop firm, il y a Zenith Funding. Et s'il veut se former, il y a Crescendo. J'ai vu vos vidéos sur les réseaux, là, à Bruxelles. Là, c'est une assistante, je ne sais pas si c'est ta femme ou pas, mais ça avait retenu mon attention, cette vidéo. Allez voir sur ces réseaux sociaux, c'est Crescendo Trading, on peut trouver. Elle a fini Miss Belgique. Non, elle est très compétente. C'est bien. Non, elle est, la salle de marché à Bruxelles. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Mais à Bruxelles, voilà, c'était ça l'objectif. Après, en Chine, c'est pareil. La Chine, c'est 25 millions de traders particuliers. Et notamment sur Zenith Funding, on a ouvert maintenant, je pense que le mois prochain, là, on a dépassé les 13 000 traders sur Zenith Funding. Il va y avoir là le plus gros pays, c'est la Chine. On va en parler Zenith, on va parler des propres firmes ensemble. Est-ce que c'est vrai qu'en Chine, gagner c'est rouge et perdre c'est vert? Oui, exactement. Ouais. Et en Chine, on sent que le trading, c'est une autre dimension. Tout le monde veut faire du trading. Il y a une appétence pour le risque. Ils sont plus joueurs. Exactement, ils sont plus joueurs. C'est un autre rapport à l'argent aussi. Exactement. Moi, j'ai vu en Thaïlande, même à Koh Samui, des fois, j'allais me balader dans Koh Samui, faire les boutiques ou autre. Ça m'arrivait plein de fois de voir la nana qui travaille dans la boutique en train de trader. Ouais. C'est marrant que tu dises ça. C'est ce que j'ai dit à Nabil en rentrant. Vous faites quoi? Elle était sur TradingView sur le Gold. C'est ce que on l'a pas préparé avant. Donc je disais à Nabil, quand j'étais à Bangkok, tu prends un verre et tu as le serveur qui est là, qui regarde un écran. Et je lui pose la question, je dis c'est quoi? Il me dit j'ai acheté du Nvidia. Je dis mais c'est quoi ce délire? Et après un autre serveur pareil, je dis mais j'ai dit deux serveurs. Ou l'inverse, tu es sur ton tel sur TradingView, le serveur voit que tu es en train de regarder, s'il te plaît. Ouais. Et en fait, c'est pas que c'est la France où c'est pas comme ça. Ouais. Mais à Dubaï, c'est pareil. Combien de fois à Dubaï, je suis en terrasse, en train de boire mon café, je suis sur TradingView, regarder un peu les indices, le serveur voit ça, vient me parler, il monte son MT4, tu peux m'aider. Et je ne vais pas révéler mon projet pour l'année prochaine, parce que je préfère le dire plus tard, mais tu comprends mieux pourquoi j'ai envie d'aller chercher d'autres compétences, parce qu'il y a plein d'autres choses à faire. Et d'ailleurs, si un jour, dans ton école, tu veux faire du chartisme et expliquer l'analyse technique, tu penseras à moi quand même, et tu me fileras le numéro de Kerviel, Jérôme Kerviel. J'aimerais bien faire un podcast avec lui, un de ces quatre. Je ne sais pas si tu crois qu'il accepterait. Ce serait, je ne vais pas dire un rêve, mais ce serait un beau clin d'œil. Ça et Johnny, je voulais faire. Johnny, ça va être compliqué. Ça, c'est un peu tard. Là. Ça va être compliqué. Donc voilà, très très beau parcours, en tout cas vraiment très intéressant. Donc aujourd'hui, tu fais toujours ces formations. Est-ce que tu traites toujours pour toi? Ouais. Alors dans la salle justement, quand on dit la formation, là il y a une partie théorique bien sûr parce qu'il y a des notions mais la formation à Crescendo c'est que la pratique dans la salle de marché. Donc en fait la salle de marché est divisée en deux. Il y a une partie c'est des étudiants et l'autre partie c'est que des traders indépendants. Donc, et donc pour votre fonds, mais aussi peut-être pour leur fonds? Oui, alors maintenant ils traitent avant ils tradaient pour des brokers, maintenant c'est que des prop firmes. 100%. Ils ont 5 comptes, 10 comptes, 20 comptes. Et ils payent un droit de venir trader chez vous? Alors non, c'est juste le desk. Ils louent le desk. Voilà. Mais de la même manière que s'ils prenaient un Régus à 10 mètres carrés, c'est 800 €. Ils sont dans un environnement performance. Nous, c'est 780 et c'est que pour les traders qui veulent en faire leur activité.
On n'est pas là pour faire de Non, et la... puis c'est sympa, je pense qu'à un moment donné, pour être performant dans un domaine, être isolé chez soi ou être dans un environnement propre à la performance, avec peut-être, je ne sais pas si je n'ai pas regardé, mais peut-être vous avez des coachs mentaux, vous avez un espace de Ouais, on a même un fiscaliste, on a des intervenants qui viennent sur la fiscalité, sur la partie coaching, tout ce qui est mental ou autre. Mais c'est surtout l'environnement quand l'ouverture américaine arrive et que tout le monde prend des positions. En plus, c'est pas des bureaux fermés, c'est un open space. Tout le monde annonce ses trades, donc c'est vraiment vivant. Il y en a qui pètent les plombs parce qu'ils ont fait des grosses pertes ou au contraire des gros gains. On connaît les poses de tout le monde. C'est-à-dire que tu peux pas te cacher. Et les écrans, tu peux pas mentir. C'est ouvert. Donc oui, tu peux avoir une personne qui fait une mauvaise journée, mais le fait d'être dans la salle, on n'a jamais eu quelqu'un qui a cassé un écran, mais tu vois tout de suite une atmosphère, comme tu disais, professionnelle comme on avait en banque. Alors que c'est vrai qu'à la maison, ça peut être un peu plus compliqué des fois de passer au travers d'une journée, parce que ça nous arrive de passer au travers d'une journée. Quand on voit que tout le monde, ça a été compliqué pour tout le monde. C'est déjà plus rassurant. Voilà. Parce que c'est vrai que les gens ont tendance à se comparer. Et bon, moi, tu sais que je fais du coaching aussi, je travaille en direct avec ma communauté, etc. Et j'ai un gros boulot de gestion mindset. Et c'est vrai que le plus gros problème du trader particulier, c'est ça, c'est déjà accepter de perdre. On ne peut pas gagner tout le temps. Ouais. Et puis, à un moment donné, quand on est tout seul sur les écrans, on a plus facile à tilter, à partir dans un... Tu vois, avoir plus rien voir autour. Et puis, ça m'arrive de dire à des traders dans la salle, arrête, stop. Aujourd'hui, on le voit encore plus quand ça se passe très bien pour tout le monde et lui, aujourd'hui, il n'est pas dedans. C'est lui dire, regarde, aujourd'hui, tu es en train de tilter, c'est tout. Ouais. Donc, mais c'est vrai qu'on est à la maison. C'est plus dur quand on est tout seul. Et c'était pour ça que j'avais créé Livestream Trader au départ. C'était, je prétendais pas avoir la science infuse et deviner le marché, mais c'était surtout offrir aux gens un cadre pour éviter tout ça. Alors, pour finir, pour le carnet, c'est passionnant, mais juste pour info, toi, tu trades les indices américains principalement. Alors, Nasdaq, S&P. Un trade pour toi standard, je sais qu'il n'y a pas de moyenne, mais quand même, si tu peux nous donner un temps, tu vas rester plutôt 10 secondes, 30 secondes, 5 minutes, 1 heure en position. Alors, c'est entre 30 secondes sur l'ouverture US. Et si je garde un trade, c'est qu'il y a une news. Okay. Si je garde un trade, c'est qu'il y a eu, avec la guerre avec T'es dans le bon sens. Trump, Trump qui annonce je vais faire la guerre, je vais pas faire la guerre, je peux rester sur une position. Mais on va dire que ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est quelques secondes. C'est entre 30 secondes et 5 minutes. Okay. Ça, c'est la fourchette. Si tu fais un ghost, le gros, c'est ça. Moi, si je reste 30 secondes en position, c'est que j'ai pris un stop. Je te le dis clairement. Général, 30 secondes à l'ouverture américaine, c'est santique. Ouais. Moi, c'est plutôt, on va dire, entre 5 minutes et 1 heure. D'accord. Je fais plus du day trading et ça va être un trade, 2 trades dans la session. Par exemple, typiquement, si tu fais du day trading et tu gardes des pauses, tu auras du mal à utiliser le carnet parce qu'il te manquera vraiment beaucoup d'informations. Mais l'erreur, c'était que je voulais compléter mon entrée avec ça. Puis j'ai vu que c'était 2 mondes différents. Ouais. Donc j'ai laissé tomber. Mais encore une fois, je n'oppose pas. Et je trouve ça dommage en France. Et c'est aussi pour ça que je t'ai invité, que je fais des podcasts aussi avec un peu de confrères, on va dire. Ouais. C'est de montrer qu'on finalement, on est un peu tous une famille, entre guillemets. On peut avoir des méthodes opposées, des avis opposés sur certaines choses. Alors évidemment, les scammers, j'en veux pas dans mon entourage. Mais à partir du moment où quelqu'un, j'estime qu'il est sérieux et honnête dans son approche et qu'on a à peu près le même discours, on va dire, par rapport à la prudence autour du trading, on devrait tous bien s'entendre et tous s'échanger. Et je pense que pour le public, c'est génial. Ils apprennent plein de choses. On va juste accélérer un petit peu, parce qu'il nous reste déjà plus que 20 minutes, ça passe vite. On va parler des propres firmes, si tu le veux bien. Tout le monde le sait, moi j'étais à l'origine d'une propre firme et j'ai quitté le navire avant même son lancement pour différentes raisons. Toi, tu as la tienne, qui s'appelle Zenith Funding. Exactement. J'ai regardé, il y a des choses qui m'intéressent, parce que ma communauté et moi-même, on est full propre firme aussi. Aujourd'hui, je travaille avec certains de tes concurrents. On peut les citer ? Apex, TopStep, mais nous, alors... tu vois, dans la salle de marché Crescendo, on ne met pas tout le monde sur Zenith Funding. Dans un souci de diversification, et tout le monde n'a pas les mêmes règles. Il y a du TopStep, il y a MFF. Alors Apex, on était avec eux, mais on a eu trop de denied. Et on a eu la période où ils ont denied à mort il y a 1 an et demi. On a décidé d'arrêter parce que... Deny pour que les gens comprennent bien. C'est I quand les speak traders... English, but I will explain to you. C'est refusé, tout simplement. Quand il y a eu le refus de paiement de Apex, quand nous on trade et qu'après les gens voient nos résultats, ils nous suivent sur les propres firmes. Puis après, quand ils ont des refus de paiement, ils vont ailleurs.
surtout, ils nous appellent en disant Tarek, je t'ai suivi, j'ai pas eu un refus de paiement, tu peux contacter Apex. Je dis, mais moi, je peux T'as pas. personne. Ouais, voilà. Moi aussi, qui suis partenaire de certaines propres firmes, les gens, des fois, m'écrivent. Et c'est une des raisons pour laquelle je suis parti rapidement de We Get Funded. C'est parce que j'ai pas envie de faire je peux même pas, en fait, faire le lien entre la propre firme Apex et puis un refus. Alors, moi, j'ai vu les propres firmes arriver dans l'industrie francophone, en commençant par FTMO, etc. Et je me rappelle, mon premier FTMO que j'ai validé à 50 000, j'avais gagné la Coupe du Monde. Dans notre tête, à cette époque-là, on avait les 50 000. Là, ça a un peu évolué. Je pense que les gens, ils ont compris la notion de simulation, la notion d'éventuellement de turnover, que c'était pas grave, qu'un compte, on va pas le garder toute notre vie. Exactement. Et qu'il fallait justement jouer avec le drawdown, etc. Alors évidemment, si on passe notre temps à cramer des comptes, ça va pas non plus. Mais que c'était pas très grave et qu'on pouvait installer un roulement comme ça avec plusieurs comptes, ce que fait Marc-Antoine, par exemple. Ce que je fais moi aussi, je suis financé, je fais des retraits, des fois je perds, je repasse, etc. Donc il y a eu un beau changement et je pense qu'il y a une prise de conscience des gens un petit peu. Il y a pas la mode, mais beaucoup plus sur les futurs qu'avant. Maintenant, les propres firmes CFD sont un peu quand même mises un petit peu de côté. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as décidé de créer ta propre firme? Alors, c'est assez simple. On a la salle de marché Crescendo, on a beaucoup de traders conformes et on a eu 2 épisodes, donc Apex, après on a eu Fast Track. FTT, la Fast Track Trading. Le truc qui a coulé en 3 mois. Voilà, en 4 mois. Et là, on a eu beaucoup d'étudiants qui avaient des gros payouts et qui n'ont pas reçu leur argent. Et donc là, je me suis dit, et là, j'étais déjà dans la réflexion, on était déjà même dans le travail de monter une propre firme. Et là, on a dit, en fait, on ne peut pas se permettre de former quelqu'un sur une propre firme. Après, au moment où il doit être payé, il n'est pas payé. Parce qu'on a quand même un rôle de conseiller, comme tu le disais. Les gens, quand ils te suivent, quand tu dis allez dans cette propre firme, ils te suivent. Dans toutes les propres firmes que tu recommandes, je pense qu'ils te suivent parce que c'est toi. Et il faut confiance, donc tu ne peux pas les envoyer n'importe où. Exactement. Et des fois, tu te trompes aussi. Ça m'est arrivé à l'époque, c'était Surge Trader, je ne sais pas si tu as connu. Non. La patronne de Surge Trader donnait très très envie d'aller chez Surge Trader. Bah, et on se faisait slipper de ouf. Et puis moi, j'avais pris un 1 million, que j'avais payé $8 000. D'accord. Et ça m'a tellement agacé de me faire slipper que je l'ai cramé comme un bête. Mais donc, oui, Fast Track Trading, on a eu cet épisode-là où là, carrément, c'était une douille. Il est parti avec. Je t'avoue que je l'ai senti. Dans ma commu, ça parlait que de ça. On le sentait, mais ça a duré 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois après. On s'est dit, mais ça fait tous les mois. On disait, mais on y va. Mais on sait qu'à un moment, il peut y avoir un problème. Mais moi, j'étais en Thaïlande, je m'en souviens. Et en fait, à un moment donné, on n'est pas bête. On connaît bien le fonctionnement et le business model d'une propre firme. Elle est là aussi pour gagner de l'argent. C'est pas une légende. Tout le monde travaille pour ça. Donc, à un moment donné, il faut qu'elle ait un équilibre entre ce qui rentre et ce qui sort. Quand j'ai vu les règles sur Fast Track, je savais que j'ai dit à ma commu, vous en rappelez, j'ai dit les gars, prudence, allez-y parce que c'est pas cher si vous avez envie d'y aller, mais ça paiera pas, ça va se cracher. Et ça s'est craché. Nous, on s'est dit ça le premier mois, comme ils ont payé, le deuxième mois, ils ont payé, le troisième mois, après on dit à chaque fois, tous les mois, on dit que ça va cracher, mais ça crache pas. Après, quand ça crachait, on n'était pas étonnés. Mais par contre, les conditions, elles étaient top. Donc les 3 premiers mois, c'était la folie. Et donc là, on s'est dit, maintenant, il nous faut une solution où, quand on forme un trader et qu'on l'envoie sur une propre firme, on s'assure on sait que c'est carré. Du paiement. C'est pour ça que quand moi, je dis en formation aux traders, sur ZinFunding, on est garant des payouts. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se cacher. Et d'ailleurs, il y a eu 0 refus de paiement sur ZinFunding depuis la création en 2024. Quelqu'un qui va sur ZinFunding, il m'appelle directement s'il a un problème. Mais alors, après, vous avez des règles pour avoir un payout, il faut avoir un nombre de jours verts, il faut avoir. Voilà, alors c'est comme un peu partout. Voilà, comme dans toutes les propres firmes, mais on peut pas se défausser. Donc là, ce que je dis dans la salle, et nous on n'est pas fermé. Vous pouvez utiliser d'autres propres firmes, même dans la salle des marchés Crescendo. Par contre, quand il y a un problème avec cette propre firme là, je suis pas garant. Donc, t'es pas support d'Apex. Voilà, exactement. Avant, on le faisait. Avant, quand il y avait un problème de paiement dans une propre firme, ça m'arrivait d'envoyer un mail pour dire moi, je recommande votre propre firme, donc pourquoi vous ne voulez pas le payer? J'ai essayé d'aller même plus loin dans le refus de paiement, dans le denied. Et des fois, je poussais, des fois, j'arrivais à résoudre des refus de paiement qui passaient en paiement. Je dis maintenant, je ne le fais plus. Sur ZinFunding, s'il y a quelque chose, vous venez me voir. Par contre, sur les autres propres firmes, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'était la raison pour laquelle on a lancé ZinFunding. C'est parce qu'on veut maîtriser la totalité du process. Une personne, elle vient, elle ne sait pas trader. On la forme, elle est dans une propre firme. Maintenant, si elle gagne en respectant toutes les règles, elle sera payée. Elle est payée. Alors, les propres firmes, on va pas mettre de...
pas de langue de bois. Tu connais, Ouais, moi, je ouais. pose des questions. Ouais. Je vais te poser 2-3 questions Ah ouais. par rapport à ça. Tu vas éclairer notre audience. Tout le monde l'a compris. À un moment donné, il faut un modèle économique viable dans le temps. Bien évidemment, certaines règles sont aussi pensées à la base pour avoir un filtre aussi, parce qu'il faut rentrer et sortir et que ce soit équilibré. Il y a des personnes pour qui ça va être génial parce que ça va les désinhiber par rapport aux pertes. Ouais. Tu payes un compte. Je prends Apex parce que je ne Ouais. connais pas les tarifs de Zenith Funding, mais tu promo 50 000, $50, c'est ton seul risque. Donc, il y en a qui y vont à fond. Il y en a d'autres pour qui les règles, ça va être un peu trop strict pour eux. Moi, je suis persuadé que c'est très bien déjà à la base pour se former, puisque ça oblige à être discipliné, de suivre des règles. Et puis après, encore une fois, on ne traite plus notre argent. Donc, c'est censé nous désinhiber. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui sacralisent les propres firmes. Pour eux, c'est un objectif d'avoir un compte financé. Et du coup, une fois qu'ils sont financés, ils peuvent être un peu tétanisés. Donc, tu dois avoir de tout. Pour bien comprendre le modèle économique, permets-moi, ce n'est pas une question piège. Non. Mais je pense que tu peux nous dire que c'est beaucoup plus complexe que les perdants payent les gagnants. Ouais. Parce qu'à un moment donné, j'imagine que vous devez couvrir certains de vos traders financés, peut-être pas tous. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comme ça, sans tout dévoiler, mais j'entends on entend tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup de fantasmes. Parce que déjà, la plupart de ceux qui racontent n'importe quoi sur les profs-firmes, ils n'ont pas compris que c'est une entreprise comme une autre et qu'ils confondent chiffre d'affaires avec bénéfice. C'est comme si tu dis les restaurants, quand il y a la note qui arrive, le resto, tu l'as payé 100 €, il y a 100 € qui va dans leur poche. Tu es allé manger un bon sushi, ça t'a coûté 100 €. Mais c'est pas 100 €, le sushi, ils l'ont payé quand même. Le riz, ils l'ont payé. Le salarié, ils l'ont payé. Le loyer, ils l'ont payé. La table sur laquelle ils sont assis, ils ont payé. Le coca qui a été servi, ils l'ont acheté. Ils l'ont acheté. Bien Donc, sûr. c'est pas 100 € qui va dans la poche. Dans la profirme, c'est pareil. Il y a un coût sur les données qui sont transmises, les plateformes, toute l'infrastructure, les serveurs. Donc, c'est pas j'encaisse. Et après, les paiements des traders. Donc, il y en a qui disent ça, c'est bien ça. Ils vendent des challenges. Des comptes démo. Voilà, des comptes démo et ils encaissent la totalité. Mais le coût de un challenge, en réalité, il n'est pas suffisant pour que tu payes tous tes salariés, tous tes charges, tous tes serveurs, même la donnée, même la plateforme. Les plateformes, elles sont gratuites la plupart du temps. Ouais. Mais la plateforme, si toi, tu veux la prendre toi-même, c'est $50. Oui, le flux est payant. Voilà, le flux est payant. Donc, en réalité, si tu vas chez un broker et tu dis « je veux une plateforme », ils vont te la facturer. Moi, mon broker aux US, tu dois connaître Sweet Future, Philippe Capital. Je connais très bien. Voilà, je travaille avec eux, on paye les flux. Non, mais c'est ça, tu payes les flux, et puis si tu veux une plateforme, ils vont te dire c'est 30, 40, $50. Pour real-time trading, à l'époque, je peux te dire qu'avec Gérard en Andorre, à l'époque du Family Office, c'était des milliers d'euros par mois. Mais même Trading Technology, c'était $680 par mois, juste la plateforme. On ne te donne pas un compte de trading où tu peux retirer l'argent, tu as payé une plateforme. Donc, par rapport au business model des propres firmes. Donc le business model de la propre firme, donc il y a les paiements des challenges, ça couvre les costs en fait. Okay. Après, il y a peut-être une marge qui est faite selon le prix que tu mets sur les challenges. Mais après, c'est la donnée que tu récoltes. Et après, c'est les traders que tu couvres, que tu passes en live. Et là, tu vas gagner de l'argent. Mais une propre firme qui se contente, quelqu'un qui dit je vais ouvrir un site internet. Moi, je monte ma propre firme, je couvre personne, je vends des challenges. J'ai aucun fonds d'investissement derrière. Je vends mes challenges et je paye mes traders gagnants avec ça. Tu perds de l'argent tous les mois. Ça ne marchera pas. Non, tu perds de l'argent tous les mois. Tu te contentes de faire ça, c'est toutes les propres firmes qui ferment. C'est parce qu'ils n'ont pas c'est des personnes qui connaissent rien, des idiots. Qui se sont lancés. Voilà, qui se sont dit je vais vendre des challenges. Et puis après, à la fin, ça ne dure pas un mois. Donc c'est normal que certains ont fait des fistes à leurs clients, n'ont pas eu le choix de ne pas payer parce que le modèle économique mais parce que les profit trades et compagnie, ça n'a pas duré un mois parce que, je te dis, ça ne dure pas un mois. Parce qu'en fait, tu vends tes challenges et autres et ta seule activité, c'est je vends des challenges et des activations de compte et tu penses que tu vas couvrir tous tes coûts avec ça. Mais à la fin du mois, tu as des demandes de payout, des traders qui ont réussi le challenge et qui te demandent de payer. Tu payes tes salariés, tu payes toute l'infrastructure et tu payes les payouts, tu es en perte un mois. Et deuxième mois, après ça, tu arrêtes. On voit bien que le top 3 d'aujourd'hui, ce n'était pas le même qu'il y a 2 ans, qui n'était pas le même il y a 5 ans. Mais ils ne disparaissent pas. Mais toutes les propres firmes qui ont disparu, c'est qu'elles ne couvraient pas. Elles se sont contentées de penser que la propre firme, c'est de vendre des challenges. Et le business était... j'encaisse les challenges. Mais et c'est suffisant pour payer les payouts. Parce qu'en fait, les gens peuvent se dire
Bon, bah si, comme les stats le disent, il y a 95% de perdants. Et même Bah, ça. sur 1000 personnes, il y en a 950 qui perdent un challenge à 100 euros. Donc ça fait 95 000. Ouais. J'ai le reste qui font des retraits. Bah, si j'ai un peu moins de retraits que 95 000, Ouais, je mais gagne des sous. sur les Profirm, t'as un trader, il prend Apex ou autre, 1500 il prend 20 comptes. Donc, un ou deux traders, peuvent te prendre. il prend tout. Mais, ouais, donc, ça a pas de sens. Donc vous, comment ça fonctionne? Moi, je vais chez Zenith Funding, je prends un compte, je suis financé. Ouais. Je vais être quand même dans un environnement de simulation au départ, Mais j'imagine. toutes les Profirm dans le monde sont en environnement simulé. Donc on n'est pas sur le vrai marché, que ce soit sur Toutes les TopStep, Profirm. Apex. Mais c'est le business de la Profirm. Et le trader, en fait, aujourd'hui, il a deux choix. Il dit soit j'ouvre chez un broker, ou soit sur une Profirm. Maintenant, il n'y a plus personne qui ouvre chez un broker. Tout le monde accepte le fait de dire Je suis en simulé. je veux gagner de l'argent en trading, que je sois simulé ou que je sois en environnement en réel. C'est la même chose, surtout qu'on utilise les flux de CME. Donc, Le vrai marché. Le vrai marché, si vous prenez un compte chez un broker et vous prenez un compte chez une Profirm, vous mettez les deux Ce sera la même les chose. deux écrans, les deux graphiques ou les deux carnets d'ordre, ça bougera, c'est identique parce que c'est les flux de la bourse. Donc nous, on prend les mêmes vrais flux, flux, les vrais flux. Donc vous avez une exécution Parfaite. parfaite, C'est à ce que je la fais même moi avec édition. Apex. Aujourd'hui, je suis plutôt sur Apex. Ouais. Ils ont un peu changé leurs règles et tout. Et je prends mes décisions dans TradingView, flux CME en Voilà. temps réel. J'ai le même. C'est la même chose. les mêmes C'est la même chose. Donc en fait, vos trades, que vous les fâchez chez un broker, ça change rien pour le trader. Et ce qui compte pour vous et pour moi, c'est d'être payé. Exactement. À un moment donné, en fait, ça sert à rien d'essayer de. Enfin, c'est bien de comprendre le business model. Ça peut rassurer d'aller là ou d'aller là. Mais ce qui compte à un moment donné, c'est d'être payé. C'est des pays. Parce que si tu es sur le vrai marché, mais que tu gagnes pas un copec T'en perds. et que tu perds de l'argent, Ouais. ou alors si tu es en propre firme en simulé, mais que tu prends 20 000 par mois, tu C'est vois, ça. ce qui Surtout compte. que sur les Profirm, tu peux même, en tant que débutant, avoir un trading où tu es flat, même perdant. C'est-à-dire que ton trading est perdant et tu gagnes de l'argent sur des Profirm. Oui, parce qu'il y a des bonnes phases où tu vas retirer. Exactement. Et sur les phases où tu es moins bon, bah, tu t'es en challenge, Exactement. etc. Bah, parce que c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens. Moi, en tant que trader d'Internet, on va dire, on me demande souvent ma perf long terme. Elle est intéressante parce que ça donne un peu la légitimité de ce que je fais. Donc, je monte mon journal sur 4 ans, 5 ans, etc. etc. Mais aujourd'hui, j'explique que les traders comme moi, on vit sur nos meilleurs mois. C'est-à-dire que je vais pouvoir cartonner. Là, en ce moment, je t'avoue, je suis dans une super phase, je suis très content. Je vais peut-être faire 3 super mois, mais après, je vais faire 6 mauvais mois. Mais au final, comme je suis beaucoup en propre firme, bah, ça n'a pas d'impact sur mon argent à moi. C'est ça. Mais par contre, quand j'encaisse du vrai argent. Bah, c'est ça. Donc, c'est ça l'intérêt. Exactement. Bah, c'est ce que j'explique aux particuliers qui me disent « Oui, mais c'est un environnement démo. » J'ai dit « Mais l'argent qui te paye, c'est du vrai argent. La démo, ça n'a pas de sens. Si, par exemple, tu dis « Ouais, mais c'est tu fais du trading et puis je ne suis pas payé. » Mais là, on te dit... Ouais, mais parce que les gens, tu sais, ils confondent avec l'histoire de book A, book B, des CFD, etc. Alors, pour juste finir sur Zenith Funding, mais je pense que c'est un peu le même système partout. Donc là, je réussis un challenge chez vous. Je suis financé donc un compte simulé. Qu'est-ce qui va faire que vous allez décider de me couvrir ou pas? Alors nous, c'est tout automatisé. C'est automatisé. On a décidé de ne pas encore aller sur le marché américain, on est plutôt sur le marché chinois en Europe, parce que tout est automatisé. Même de l'envoi de l'emailing, et dans le trading, c'est pareil. Les décisions de paiement, tout est automatisé. Il y a un algo qui va regarder mon trading et qui va dire bah, tiens, Romain Bayeul, il prend tant de risques par trade. Exactement. Machin, mais ça va même plus loin. Je pense que si tu trades, je saurais mieux comment tu trades que toi, comment tu trades. Ouais. Et du coup, est-ce que c'est individuel ou est-ce que c'est individuel? Ah oui, ok. Ça veut dire qu'on a des stats incroyables. Et de la même manière, Facebook connaît mieux ma vie que moi. Ouais. Et ben nous, c'est pareil. Google Chrome, mon historique, je peux te dire qu'il vaut mieux pas le regarder. Hein. J'ai un contact, alors je ne peux pas dire où, mais qui est capable effectivement de me donner, si je le demande, et je m'en suis servi 2 fois. Une fois où j'ai fait une grosse transaction de crypto-monnaie en Andorre, un très très gros acheteur, un très très gros vendeur, j'avais mis les deux en relation, et cette personne se prétendait proche d'Obama. D'accord. Et ouais, je dis, elle me raconte des cracks, c'est pas possible. Et j'ai demandé à mon contact qui a un logiciel pour savoir qui est qui vraiment. Et j'ai eu les infos, effectivement, c'était vraiment un proche d'Obama. Et ça paraît lunaire ce que je dis, mais c'est la réalité. Et donc, cet ami m'a montré ce qu'il était capable de voir sur nous. Ouais. Je vous jure, les gars, je peux voir votre recherche préférée Pornhub. Je vous le dis.
Donc faites attention, j'ai plein d'infos vous concernant. Mais tu as raison. Bah, je vais ouvrir un compte chez En Zenith fait, Funding. c'est ça. Et après, Je vais ouvrir un compte dès lundi. Tu vas voir passer mon nom là dans les payout, tu vas voir, ça va pas rigoler. Mais justement, c'est ça. C'est même une personne qui enfreint les règles, nous on a un warning. Tout est fait, tout est automatisé. C'est pas à la main, on va dire. Bah, tu as un refus C'est de pas paiement. Sylvie de la compta qui clique Voilà. sur. Si par exemple une personne va faire du long short, si une personne va utiliser un algo, et puis tout est automatisé. Donc on va avoir des alertes qui vont nous dire cette personne-là, on va lui envoyer un warning. Dépasse les règles ou fait Exactement. du trading qui n'est pas Exactement. moral. C'est point d'entrée, point de sortie, le risque qu'il prend. Et en fait, c'est ça qui va définir après la suite. Donc c'est pas arbitraire. Ce que je veux expliquer, c'est que c'est pas arbitraire. On peut avoir un refus de... Alors, une personne, on peut lui dire, tu n'as pas respecté les règles qui sont dans les conditions. La consistency, par Voilà, exemple. consistency. Mais on a eu, par exemple, une personne qui avait branché un algo et qui faisait des trades qui duraient une demi-seconde. Ça, nous, c'est interdit. Bah, ça, je trouve pas ça très cool. C'est exploiter une faille. Exactement. Mais Et c'est est-ce que écrit. vous êtes capable de voir que Titi, qui habite à Dunkerque, et Momo, qui habite à Marseille, c'est des potes d'enfance. Ouais. Ils sont malins, il y en a un qui achète, l'autre il vend en même temps. Bah ça, c'est ce que je viens de dire. Le long short, l'arbitrage, on arrive à le voir. Et ça, on a eu des personnes, on leur a dit, bah, regardez, Ils jouent pas le jeu. Quand ils jouent pas le jeu, qu'ils trouvent une faille dans le système, après, on leur montre, on leur dit, bah, regardez, on va vous expliquer. En fait, toi, tu habites là, toi, tu habites là, avec tes IP, au même moment, tu étais long, tu étais short. Et tout est automatisé. On le voit même avant, et parfois, on le dit même pendant qu'ils sont dans la phase du performance account, en leur disant on a vu, on envoie un warning, et après, ils arrêtent de trader. Mais de toute façon, quand tu crées quelque chose, il y a toujours des gens qui exploitent des failles. Ouais, il y a des gens qui exploitent des failles de la loi. Si on prend la taxe carbone, c'est une exploitation de failles. Moi, j'ai créé, je n'ai pas encore trop lancé ça parce qu'on est en phase au niveau législation, mais on a créé les tout premiers tournois de trading, un peu comme Winamax, mais version trading. D'accord. Avec des expressos, 3 traders, 15 minutes, même capital virtuel. Celui qui fait le plus de gains, génial, ça. il gagne. Il a mis 10, il gagne 20. Ah, c'est génial, donc ça. On a des expressos, donc que 15 minutes, 5 euros, 10 euros, 50 euros, 100 euros. Ah, j'avais jamais entendu parler, mais faudrait... ça arrive. Ah, ça arrive. GG Pips. D'accord. Tu sauras que c'est moi. On a des tournois que le matin. Moi, je peux t'envoyer beaucoup de traders. Parce que... Tournoi que le matin, tournoi que l'après-midi, tournoi daily. Génial. Et là, en ce moment, on a un tournoi mensuel. Donc, c'est un peu du gamification du trading. Ouais. Mais je trouve ça cool parce que ça permet aux gens qui se forment de le faire dans un environnement où c'est l'apprentissage first. Ils n'ont pas un risque financier plus important. Le RR, il peut être énorme. Parce qu'imaginons que le tournoi daily, ça cartonne, il y a 1000 personnes. Tout le monde a payé 10 euros. Il y a un price pool de 10 000. Comme au poker, il est réparti sur le top 15%. Le premier, il va prendre 2000. Donc tu peux communiquer Gérard ou Pierre a gagné 2000 avec 10 balles. C'est génial, c'est une bonne idée. Donc voilà, c'est juste la partie légale où on est un peu... là, tu peux avoir la Française des Jeux. La Française des Jeux ou d'autres entités que j'ai pas... La brigade du jeu. La brigade du kiff, qui va venir me voir. Donc on est en train de faire les documents. Je peux pas le mettre à Dubaï parce que le jeu, etc. C'est considéré comme un site de jeu. Mais voilà, ça va arriver. GG Pips. Donc là, c'est plutôt, j'espère, une bonne idée. Et en termes de business, moi, j'ai rien à cacher. Je dis aux gens, si je fais ça, c'est aussi pour l'oseille, les gars. À un moment donné, je dis la vérité. Je ne vais pas vous dire que c'est que pour le plaisir. C'est un modèle économique exceptionnel. Parce que ça tourne tout seul. En fait, à partir du moment où tout le monde y gagne, le trader, et beaucoup de gens me disent, mais Tarek, tu avais commencé avec des concours de trading. Est-ce que tu peux nous aider à participer? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après le Covid, il y a les gros concours de trading, ils ont pas fait 2020, 2021, ils n'ont jamais renouvelé le... Là, il y a des concours sur mon site. En plus, j'ai créé un système de marque blanche, c'est-à-dire que le formateur lambda qui a une grosse communauté, il peut créer ses propres tournois à lui que pour sa commu sur ma plateforme. Et un peu comme OnlyFans, il garde 80% parce qu'on garde une petite partie de rake qu'on appelle le poker. Donc, j'ai un abonné qui est devenu un collaborateur puis associé, qui est un génie de l'informatique. Il développe à la base un système de communication entre traders. Donc, c'est vraiment un génie. Je lui demande des outils, des calculateurs, des machins. C'est lui qui nous a développé ça avec mes idées, son génie. Je t'en parlerai un peu plus en détail si tu veux. Revenons à Zenith Funding. Donc voilà, moi je cherche des alternatives, tu sais. Donc j'avais vu quand tu avais lancé un peu tout ça, mais j'avais oublié. Je t'avoue que ça existait. Je t'ai revu au salon du trading, parler. Tout le monde a vu cette vidéo.
tu fais fermer sa bouche à quelqu'un. Mais je le comprends. Et en vrai, les deux ont raison, les deux ont tort. Et je ne me permettrai pas de Non, prendre moi, c'est parti. juste quand il a dit Zenphoning, il ne paye pas. Ouais, c'est agaçant. Je peux pas. Je veux bien. Je veux bien que. Là, on est dans une réunion, une conférence. Les gens, ils connaissent pas. Ils peuvent pas entendre un mensonge. Donc moi, le mensonge, le mensonge. C'est pour ça que j'ai dit, je te donne 100 000 euros si tu me trouves une personne qui a respecté les règles, qui a respecté les règles et qui est pas payée. Après, du coup, il dit non, je suis désolé, je retire ce que j'ai dit. Ouais, mais si j'étais pas intervenu, limite, t'aurais laissé les gens. Oui, les gens, ils écoutent ça, ils disent apparemment, t'as entendu, il y en a, il a dit que. Ça fait beaucoup vendre sur Internet, être contre, être machin, dénoncer le négatif. Tu vois, là, par exemple, on a eu un crash avec la guerre. Les vendeurs de peur, ils ont fait beaucoup plus de vues que celui qui vous a dit racheter les 6004 sur le Standard & Poor's. Ouais. Je reviens à Zénith. Il nous reste 5 minutes dans ce super podcast. Juste pour bien comprendre, pour finir. Donc moi, je suis chez vous, je suis financé. Il y a un algo qui va décider si je suis couvert, pas couvert. Mais est-ce qu'à un moment donné, je peux passer sur un environnement un peu plus professionnel ? Est-ce que vous avez des traders qui montent d'un cran avec une scalabilité du capital ? Exactement. C'est le live. C'est exactement. Est-ce qu'il y a des propres firmes qui te passent live ? Pour pas les citer Top Step maintenant, limite, tu n'as pas envie d'être live, alors que c'est censé être un avantage. Mais en réalité, les gens ne veulent pas passer live. Nous, on a passé tellement de temps pour cette partie-là du live. Et comme dans la salle de marché à Waterloo, on a un fonds d'investissement qui a dépassé les 100 millions de sous gestion, on s'était dit, ça va être génial. Avec tous les traders qui vont arriver sur Zenfunding, on va trouver plein de pépites. Mais en réalité, les gens, ils ne veulent pas passer là. Et puis après, il y a aussi, tu vois, le day trading. Et moi, je suis content d'être là depuis plus de 10 ans. C'est vrai que c'est assez chronophage. Tu as des mecs qui vont être bons pendant 6 mois, puis après, on ne les voit plus pendant 2 ans. Mais il y en a qui sont bons, mais ils veulent avoir l'avantage du simulé. C'est ça. Parce que les pertes dans l'environnement simulé de la propre firme, tu les prends pas pour toi. C'est-à-dire que quand tu prends un compte de trading et que tu passes en performance account, donc tu passes funded, si tu as une perte de 3 000 ou 5 000 par rapport à la taille de ton compte, tu passes sur un autre compte, le second compte, si les gains que tu fais, c'est direct. Alors que l'autre, tu dois récupérer les pertes. Oui. Ouais. Alors, donc, c'est pile je gagne, face tu perds dans les profs firmes. Et c'est ça que tout le monde veut, tous les traders qui ont compris comment fonctionnent les profs firmes, ils veulent bénéficier de cet avantage. Bien sûr. C'est pas si je fais une perte. C'est pour ça que je continue les profs firmes futures. Mais là, avec les profs firmes, un particulier, quelqu'un qui démarre ou même quelqu'un d'expérimenté, s'il peut continuer à avoir des comptes, c'est ce qu'il veut. Et d'ailleurs, il y en a même qui sont rejetés, ils sont bannis. Oui, parce qu'ils sont trop gagnants. Ils sont. Alors, quelle plateforme on a ? Est-ce que j'ai TradeOvate chez vous ? Alors, justement, là, je suis en discussion avec le responsable pour avoir TradeOvate. Comment il s'appelle ? Je sais pas Michael. Say yes. Non, parce que moi, j'aime beaucoup TradeOvate. Ouais. J'aime beaucoup Cantower. Je te fais confiance. Tarek. Aujourd'hui, vous avez une plateforme maison, c'est ça ? Alors, on a les deux. On a Atas. Atas, ok, que je connais aussi. Mes tout premiers trades avec Philippe Capital, c'était chez Atas. Alex David. C'était Atas, mes tout premiers trades aux États-Unis, Philippe Capital, c'était Atas, qui est une plateforme. C'est la plateforme. Standard, on va dire. Donc Alex David, le responsable. Alors, lui, c'est le responsable de toute la partie Asie, que je connais bien. Donc aujourd'hui, on a Atas. Voilà. On a quoi encore ? Et on a Volumetrica. Donc, c'est les deux grosses plateformes. Et là, on a probablement. On est en discussion assez avancée pour avoir Ninja TradeOvate. Ok. Parce que c'est la même chose, Ninja et TradeOvate. Ils ont racheté, ils sont fait racheter. Donc, on va voir comment ça va se mettre en place. Il y a besoin au niveau compliance. C'est pas si simple, mais. Mais plus dur on que a un MT4, mail la semaine dernière pour le onboarding. Tu vois, c'était quand la date ? Le 10 avril. Le 10 avril, je te montre le mail. Ne fais surtout pas de podcast avec Romain Bayon. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est le mail de TradeOvate qui est pour justement. On a eu beaucoup de retours pour avoir cette plateforme. Donc là, on va onboarder ça. Puis il y a quelques développements informatiques à faire, mais ce sera la plateforme, prochaine plateforme et après TradingView. J'essaierai Zenith Funded. Ouais. Tu verras mon trading, comme ça on verra ce que ça fait. Il n'y a pas un code promo on peut t'en créer un. Après, c'est vrai que on travaille pas mal avec des traders qui ont des communautés parce que
en réalité, tu as besoin d'avoir de la recommandation. Ouais. Les traders essayent, aiment bien. Et ce qu'ils aiment bien, c'est d'avoir n'importe quel trader, il faut qu'il ait plusieurs prop Il firmes. faut diversifier, tu Diversifier. vois. C'est pas les mêmes règles. Il n'y a pas les mêmes règles, il y a chacun son style. Et puis, encore une fois, tu es sur Apex, peut-être tu as une mauvaise journée. Demain, tu es sur Zenith, tu as une bonne journée. Tu vas pouvoir retirer là. Ouais. Donc, c'est bien de diversifier. Après, c'est sûr que moi, j'ai essayé de faire du scaler au max. À un moment donné, j'avais 7 plateformes. Ouais. Donc, je tradais 6 FTMO, machin, truc, Ouais. Apex, truc. Et bon, faut pas rêver, c'était compliqué. Je m'emmêlais les pinceaux. Un coup, j'étais sur les micros, sur les mini. Là, c'était sur le CFD. Je rentrais pas. La bulle, j'ai mal pris. Donc, bon, faut faire ce qu'il attention faut, à ça. c'est plus aller sur des prop firmes qui ont des règles différentes. En réalité, un trader particulier, par exemple, quand il va sur des prop firmes avec ce qu'on appelle le end of day, donc il n'y a pas de stop suiveur. En réalité, ça veut dire qu'il peut faire une très très grosse journée. Et après, il fait juste le montant minimum pour valider la journée. Pour valider le paiement, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il peut faire 5000 sur une journée et après, il fait 200 pour avoir le nombre de jours et les payer. Et parfois, on voit qu'il y a des traders qui n'arrivent pas à faire de payout parce qu'ils n'arrivent jamais à s'arrêter. Ouais. Ils veulent faire un gros chiffre. Par contre, quand c'est avec une consistency, ça veut dire que ça les oblige à... dès qu'il fait sa target, il arrête parce qu'il dit si je fais une grosse journée, je devrais faire 3 grosses journées. Ouais. Et donc, en fait, il y en a qui arrivent à faire des payouts sur des prop firmes avec des règles plus dures parce que justement, il n'y a pas j'arrive pas à m'arrêter. C'est bien d'avoir les deux. Tu vois, moi, j'ai une solution avec laquelle on travaille sur du capital instantané où justement, il y a 0 règle, il n'y a qu'un drawdown max statique. On va pas les citer pour information. On reste sur nos prop firmes futures pour l'instant. Et si vous voulez savoir avec qui je travaille, vous me le demandez sur mes réseaux sociaux, dans mon Telegram, je vous en parle souvent. C'est très bien parce que justement, je n'ai pas à réfléchir consistency. Si j'ai un trade qui part, je peux le garder autant que je veux. Je peux le garder 3 mois si j'ai envie, mon trade d'autres choses. Mais de l'autre côté, je continue les prop firmes futures. Et en fait, c'est comme carnet d'or de chartisme. Ça sert à rien d'opposer. Ouais. C'est bien de diversifier éventuellement. Et puis de dire aujourd'hui, je vais trader sur Apex parce que je sens comme si. Demain, je vais trader sur Zenith. Et puis d'avoir plusieurs prop firmes. Mais voilà, moi, pour ma commu, je suis extrêmement transparent. Je dis tout. Ouais. Et je suis très dur en affaires, très sélectif par rapport au respect de ma communauté. C'est-à-dire que on va pas se mentir, tout le monde le sait qu'il y a de l'affiliation dans le trading et que quand je recommande quelque chose, je touche un billet. Ce qui est normal. C'est logique. Vous vendez la voiture de votre voisin parce que vous l'avez présenté à un de vos collègues, il va vous donner un billet, vous allez le prendre. Mais je suis très très dur parce que justement, je veux protéger les miens, entre guillemets. J'ai la responsabilité. Ouais. Donc, ce que je fais en général, c'est que moi, je teste d'abord pendant une période de quelques semaines, quelques mois. Et si j'estime que je suis satisfait, là, je mets en place des choses. Donc voilà, moi, ça m'intéresse en tout cas de diversifier. Et j'ai un nombre réduit. On me fait des propositions évidemment tous les jours, mais je suis assez sélectif. Donc ça m'intéresse en tout cas d'aller un peu plus loin là-dessus. On a déjà fini l'heure. C'est dommage, on pourrait parler pendant 5 ans sur le podcast. L'occasion peut-être de faire un volume 2. C'est quoi la suite pour toi, Tarek ? Qu'est-ce que tu vas faire la prochaine semaine ? La prochaine semaine, c'est des déplacements, une conférence à Casablanca justement pour le lancement de Zenith Funding, alors en partenariat avec Financia Business School qui va lancer justement son campus après Paris, Bordeaux, Lyon, à Casablanca. Donc là, on a une grosse conférence qui nous attend en juin. Okay. Après, c'est un déplacement à Bangkok pour le lancement de la salle. Attention, la Thaïlande, c'est dangereux. À Bangkok. Et aussi un passage à Shenzhen, parce qu'on a lancé la salle là-bas. Et après, on va lancer des nouvelles offres sur Zenith Funding, justement avec des offres end of day. Ça va être pas mal. Et des offres aussi sans activation, sans frais d'activation. Okay. Donc, une offre similaire on va dire très Top Step. Voilà. Voilà, tu connais bien. De toute façon, c'est bien parce que l'écosystème évolue, tout le monde prend le bon des autres. Exactement. Et puis, parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui nous disent c'est dommage si vous aviez des end of day ou des sans activation. On est prêt à payer plus cher parce que les frais, les challenges. Il faut que ce soit compensé quelque part pour l'entreprise. Mais moi, c'est la consistency qui est un peu relou, tu vois, qui m'oblige à couper au ratio de 2, ratio de 3. Mais ça sauve. Il y a des traders qui n'arrivent pas à s'arrêter parce que justement. À cause de ça. Sans règle, je veux dire. Ouais, parce que avec un stop suiveur, tu n'as aucun intérêt à faire une très très grosse journée. Et donc, vaut mieux des petits gains réguliers, exactement. Prendre 500 par jour. Exactement. Ce que je fais moi sur Apex, plutôt que de chercher le gros gain. Exactement. Et c'est vrai qu'on connaît la majorité des gens qui n'ont pas encore cette discipline que j'ai moi.
à un moment donné, ils sont trop gourmands ou ils ont du Exactement. mal à accepter une journée perdante et ils s'en vont là. Ouais. Ok, donc Casablanca. Moi, je vais à Miami Ouais. dans 2 jours. Voilà, Peut-être ce sera une je prochaine vais voir destination. Patrick, l'Américain, là, le fou furieux là, qui jette des 20 contre Apex par trade. Non, je vais prendre quelques jours de vacances, un peu recharger les batteries. Et puis voilà, on aura peut-être l'occasion de faire un deuxième podcast, en tout cas ensemble, plaisir. ou de faire des Avec événements. plaisir. Moi, de mon côté, voilà, c'est ça, c'est continuer mes lives, les gars, c'est continuer à vous former. Il y a une nouvelle offre qui va arriver très bientôt sur notre site pour aller encore plus loin dans la formation avec du contenu, des vidéos, etc. etc. J'aimerais bien un jour, moi, avoir ma petite salle de marché aussi, pouvoir former les gens en physique. Là, je fais un événement du 18 au 22 mai à la Défense, juste à côté de la SG. Nous, on est à la Défense. Je prends une salle, il y a une dizaine d'abonnés qui viennent. Donc peut-être qu'on passera. Vous pouvez passer avec plaisir. On passera visiter Crescendo. Avec ça plaisir, serait super. C'est à Tour-Régé, donc ça doit être. Renaissance. Renaissance. Ouais. On était à la Grande Arche, on était juste en face de Renaissance. Donc de Renaissance, tu vois la Tour Égée. Donc on est à côté, donc on aura l'occasion de. Tu vas venir avec Jérôme Kerviel, comme ça. Mes Ouais, je peux essayer de le contacter si tu veux. Franchement, si tu veux me faire plaisir, je rêve de faire un podcast avec lui. Je vais parce que l'histoire, on l'adore tous. C'est un peu le Jésus du trading. Donc ce serait top. Franchement, tu me feras un grand plaisir. Tu me fais ça, je me fais tatouer Zenith Funding. Je te dis la vérité. Tu vas avoir un tatouage alors. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce podcast. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ou des questions si vous avez pour Tarek. Et si vous voulez qu'on fasse un volume 2 à mon retour de Miami, à son retour de Chine, on le fera avec plaisir. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner à la chaîne si vous kiffez tout ce qu'on y fait. Et merci à toi. Merci à très bientôt. pour l'invitation. Et plein de succès pour la suite. Merci. Ciao. Au revoir.